Bonjour et bienvenue à l'épisode de l'édito JV sur Elden Ring. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'édito JV dédié à Elden Ring, comme disait mon cher comparse Mars, alias Jean-Loup. Comment vas-tu? Eh ben, salut, écoute, très, très heureux de te retrouver pour parler d'Elden Ring, la folie de cette année. Ah ouais, totalement, plus que la folie même. C'est Ah oui, le jeu de après l'année avant l'heure. exactement le nombre de titres de jeux de l'année qu'il a eu et même de ma part, j'assume totalement. Mais ouais, c'était un vrai phénomène Elden Ring, donc à tel point qu'on ne pouvait pas passer à côté et qu'on était obligé de lui dédier un numéro entier. Ouais, exactement, surtout qu'il y aura beaucoup de choses à dire comme on va le voir sur plein de sujets, donc ça va être cool, ça va être très cool. Ça marche. Alors, petit rappel pour ceux qui nous avaient loupé la dernière fois, c'est quoi l'édito JV? Alors, l'édito JV, c'est un podcast dans lequel on va parler d'actu, mais pas que. On va essayer d'aller au bout des choses et pas rester en surface. Du coup, on va aller un petit peu à contre-courant de ce que vous pouvez lire ou écouter ou voir dans le milieu du JV, qui est toujours à tendance à aller au plus vite possible, passer À d'une news à l'actu. l'autre. C'est ça, aller coller à l'actu. On va prendre le temps de se poser un petit peu pour pouvoir creuser au mieux chaque sujet. Et donc aujourd'hui, on a jeté notre dévolu sur Elden Ring, le dernier jeu de From Software qui a été, en plus d'être un carton commercial assez incroyable, a fait un carton, un hold-up sur toutes les rédactions au niveau critique. Je crois que c'était un des jeux les plus attendus de la décennie 2020, Ah mais si on peut dire ça comme complètement, ça. complètement. Il a été annoncé un peu plus de 2 ans avant sa sortie, et dès les premières images, ça a été une folie absolue. Les gens ils se sont emballés, ont fait des décryptages de micro-cinématiques de 30 secondes, image par image. Enfin, ça a été une dinguerie. En même Ben, temps, déjà que les jeux From Software ont toujours subi un peu cette hype, parce que ben, à raison, hein, on va pas se mentir. ouais. Mais là, Elden Ring était, je crois, le jeu le plus attendu au tournant. Ouais. Quand on voit que Bloodborne est un des, je crois, en tout cas pour les fans, c'est un des meilleurs jeux. Je crois que de ce que j'ai lu, il n'a pas été beaucoup vendu. Je crois que c'est de 2 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, en plus, les chiffres datent un petit peu. Je crois que les derniers chiffres doivent dater de 2019, un truc comme ça. Donc, il est possible qu'avec la hype Elden Ring, ils en aient revendu encore un petit peu. Mais ouais, c'était plus un énorme succès d'estime qu'un succès commercial, Bloodborne. Oui, oui, bien sûr, mais en plus, mais je crois que les chiffres que j'avais vus sur Bloodborne, c'était quoi, 2-3 millions, et là, on en est déjà, je crois, facile 15 millions, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, Donc, ouais, c'est vraiment un carton plein. ouais. Et d'ailleurs, je pense que pour parler du podcast, donc on va parler que ce soit de l'industrie du jeu vidéo, que ce soit enfin, du jeu vidéo par rapport à Elden Ring, sur plein de sujets différents, mais je pense que ce serait intéressant avant ça. Peut-être qu'on parle un peu de nos parcours par rapport à From Software, parce que on a deux profils là-dessus qui sont très différents. Qui sont très Ouais. différents. Ouais, tout à fait, parce que non, moi, je suis un vieux de la vieille des Souls, en fait, pour faire. Pour revenir un petit peu sur mon parcours perso, moi j'ai commencé le jeu vidéo dans les années 90, voire même à la fin des années 80, avec du jeu 2D bien hardcore où les jeux étaient sur cartouche et on avait un jeu par an et on était content et on le pensait de long en large et en travers. Et j'ai fait une pause dans le jeu vidéo à cause de mes études et puis de ma vie perso entre 2005, on va dire, ouais, 2004 et 2008. Et je suis revenu aux jeux vidéo grâce aux Souls, grâce à un ami qui bossait à l'époque dans un Micromania. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de faire de la pub, mais je m'en fous. Et Ça fait plaisir. ouais, c'est ça. Et qui un jour m'avait dit, bah écoute, il faut que tu essayes ce jeu-là. Et il m'a prêté sa 360, il m'a prêté Dark Souls, et ça a été un choc, quoi. Ça a été, j'avais jamais ressenti un tel degré d'exigence de la part d'un jeu, et aussi un degré de récompense. C'est-à-dire que la frustration et la douleur ressentie à certaines épreuves étaient proportionnelles à la récompense qu'on te donne et à l'exultation que tu peux ressentir lorsque tu franchis un cap de difficulté, que tu bats un boss énorme ou que tu découvres ce que tu crois être un passage secret qui en fait est juste un parcours normal, mais toi tu l'identifies comme un raccourci ou autre et tu es en extase sur ce que tu viens de découvrir. C'était vraiment
une révolution personnelle. Et quand j'ai commencé à creuser et que j'ai vu à quel point il y a une communauté qui s'est bâtie autour du jeu, je me suis dit, mais waouh, quoi. C'est le jeu Ouais, vidéo, il en est là, quoi. c'est assez fou pour des jeux solo, on pourra en reparler, mais Ouais, à quel point les Souls réunissent en fait les joueurs. C'est ouais, assez fou. c'est ça. Et ouais, du coup, pour parler un peu de moi, de mon parcours, j'ai commencé les jeux vidéo en même temps, on n'a pas le même âge, donc c'est vrai qu'on n'a pas Non. moi, cette époque de cartouche ou quoi, moi, je l'ai pas connu. Moi, j'ai commencé, j'avais la Game Boy avec déjà plein de jeux dessus, quoi que ce soit. J'ai grandi avec que les Nintendo. J'ai eu la première vraie console, enfin, vraie console. On va se calmer les fans de Nintendo. C'était la Xbox 360 et on va se calmer. Et après, j'ai eu la PS4 direct, donc PS4 Pro en plus, en 2018. Donc moi, ça a pris du temps avant que. Sinon, moi, c'était les jeux PC. Mais mon rapport à From Software au jeu, c'est que j'ai toujours, attention, détesté ces jeux-là, mais parce que j'avais une mauvaise connaissance de la chose. Pour illustrer un peu la chose, c'est que j'ai repris après avoir fini Elden Ring. Donc Elden Ring, c'est mon vrai premier From Software. J'ai lancé Dark Souls 1 et Bloodborne. Et je crois que sur Bloodborne, j'ai jamais autant ragé de ma vie. Voilà. Non, mais faut le savoir parce que je comprenais pas comment on peut passer de Elden Ring, même si c'est l'inverse, hein, mais il y a eu un cap, je trouve, en termes d'accessibilité surtout. Ouais. Ouais, Et ouais, ouais, d'ailleurs, ça va complètement. être notre première partie. Très belle transition, merci à Ah moi. oui, waouh, le roi de la transition. Waouh! Donc voilà, si on peut peut-être. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on lance la suite? Alors, on va essayer quand même. Alors, il va y avoir beaucoup d'engouement forcément parce que c'est quand même un jeu assez exceptionnel et que tous les deux on est assez d'accord là-dessus. Mais on va essayer quand même de garder la tête froide sur un jeu qui est grandiose mais qui est pas parfait. Non, Et, c'est sûr. euh, et donc on va essayer de le décortiquer. Alors pour le coup, on a choisi de diviser pardon ce podcast en 5 parties bien distinctes. On va d'abord parler de l'aspect accessibilité et de la difficulté d'Elden Ring. Puis après, on va aborder l'aspect multijoueur qui est très particulier. On va, dans une troisième partie, aborder l'avant et après Elden Ring et son impact sur le paysage vidéoludique. Dans une quatrième partie, on va aborder les références, les inspirations qui ont bercé le jeu. Et on va parler aussi de J.R.R. Martin, bien évidemment. Et on va clôturer tout ça avec un élément particulier qui nous a vraiment marqué. Et on clôturera par une petite recommandation comme on l'avait fait pour le podcast de The Witcher. Ouais, exactement. Ouais. Donc un petit panel de sujets assez intéressants pour faire le tour rapide. Ouais, on va pas non plus être exhaustif, je pense non plus. Non, c'est pas Sinon, possible. ça va durer autant de temps on a eu pour finir le jeu, c'est-à-dire 200 heures. Mais voilà. Donc, très bien. Je te propose qu'on attaque tout de suite avec notre premier chapitre. Chapitre 1, l'accessibilité et la difficulté. Ouais, c'est parti sur l'accessibilité, la difficulté. Tu veux commencer ou je me lance? Eh bien, vas-y, je t'en prie. Écoute, moi j'ai été assez surpris. J'étais assez surpris par la manière dont le jeu t'attrape, contrairement aux autres. Parce que certes, j'ai dit que en préambule que j'avais fait essayer en tout cas les Souls et Bloodborne avant Elden Ring, mais j'avais quand même déjà lancé les jeux avant une fois. Bloodborne, je m'étais lancé plusieurs fois dessus dès qu'il était sorti parce que tout le monde me disait c'est le meilleur jeu. Je regardais des vidéos comme Game Next Door qui disaient c'est le meilleur jeu que j'ai fait. C'est le jeu qui m'a fait entrer dans l'industrie du jeu vidéo en tant que journaliste et carrément, hein, j'ai Mm. entendu ça. Ouais. Et moi, j'arrivais pas. Vraiment, c'était un mur de difficulté assez ouf. Ce qui n'est pas le cas, je trouve, dans Elden Ring. C'est-à-dire carrément, on commence le jeu, on a un vrai tuto, même si le premier boss, là, le rejeton greffé, te dit oulala, va pas plus loin. Voilà, tu as vraiment ce tuto qui est la grotte du savoir. Ouais. Et ensuite, tu es lâché dans un monde qui est très ouvert où, pour une fois, arrête-moi si je me trompe parce que je suis pas non plus euh, un expert des Souls, mais c'est la première fois où on respire. Et je Ouais. trouve que c'est ça la force en fait de Elden Ring au niveau de son accessibilité, Ouais. c'est qu'on respire.
Oui, en tout fait. à fait. Tout simplement. Exactement. C'est un jeu qui est ouvert. Et pour le coup, le terme open world prend tout son sens. C'est-à-dire que dans les Souls, donc quand on va dire Souls, on va inclure Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro et Bloodborne. Parce que Sekiro, même si Oui. c'est un peu particulier, il garde quand même beaucoup d'ADN des Souls, quoi. Donc, c'est vrai que ce sont des jeux où on est souvent très étouffé. On va circuler dans des longs couloirs. C'est des structures très alambiquées au niveau du game design et du level design. C'est très labyrinthique. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'intérieur, alors que là, vraiment, après ce premier passage, cette introduction et la grotte du savoir, le personnage qu'on incarne, notre avatar, va ouvrir des portes. Et à partir du moment où on ouvre ces portes, on ouvre vraiment la porte sur un monde mais gigantesque et très très ouvert. On voit le ciel, on voit le paysage au loin, on voit des falaises, on voit des citadelles. Et là, tu as une espèce de souffle de liberté en fait qui apparaît et tu te fais waouh. Et tout ça, c'est à portée de main, quoi. Et c'est un peu, et en même temps, je trouve que c'est un peu, il y a un peu une dualité dans le sens où on respire, c'est grand et tout, et en même temps, cette grandeur qui est gigantesque, hein, parce que le jeu il est vraiment grand, Mm. comme pour un open world, ben, ça donne un peu le vertige. Tu te dis, il y a plusieurs fois où je me suis dit, bon, waouh, c'est tellement grand, je me sens seul au monde, quoi. Ouais. C'est assez fou de cette dualité un peu qu'il y a entre la respiration et le fait que tu te sens un peu oppressé par cette grandeur. C'est assez. Ouais, complètement. Et ça aussi, c'est vraiment très surprenant parce que c'est un sentiment qu'on a tout de suite dans les Souls, ce sentiment de solitude, d'abandon. Tu sais que tu es seul contre le monde, quoi. Et là, le risque que enfin, beaucoup de joueurs craignaient, c'était qu'avec l'open world, on perde ce sentiment-là. Eh ben non. Ils ont réussi à trouver un équilibre entre ce sentiment d'immensité et toujours cette sensation de solitude où tu es vraiment mais seul contre le monde. Et le jeu te le fait bien comprendre dès le départ, hein. Si t'es un peu trop, comment dire, un peu trop euh, imprudent, on va dire ça comme ça. Ouais. Et le premier exemple auquel je pense, c'est euh, moi j'ai eu la chance d'aller faire la toute première bêta en amont de la CNT à Paris. Et avec grâce à l'agence Lucis.1 à qui je fais un bon énorme coucou et toujours de mes énormes remerciements. Coucou. Coucou, coucou Audrey. Et du coup, le premier test, t'arrives et tu tombes sur le chevalier, tu sais, le chevalier sur son Oui, cheval, la sentinelle de la l'arbre. sentinelle de l'arbre. Et là, tu fais, oh, allez, je suis chaud, je me le fais. Et très, très rapidement, il te fait comprendre que non. Non, non, tu vas pas te Non, le non, faire. non. Tu es toujours dans un Souls, tu fais pas n'importe quoi, et tu vas pas pouvoir te le faire tout de suite. Là, maintenant, tu vas te calmer tout de suite, tu vas reprendre les bonnes bases et tu vas réfléchir. Et tu fais, ouais, donc il y a bien un changement radical dans la structure, mais dans l'ADN, on est toujours là, quoi. Mais ouais, et je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, pour avoir du coup fait quelques boss sur Dark Souls et Elden Ring sur et Bloodborne, Mhm. en fait, le jeu, bon, Elden Ring n'est pas plus facile. Non. Mais il est même pas plus facile, mais il est même plus dur, hein. Moi, Mardit, j'ai essayé de me le faire niveau 1. J'y suis toujours en train. Donc voilà, non, il est plus difficile parce qu'il est plus complet, il y a plus de patterns, il y a plus de, voilà, mais il est plus accessible. T'es moins, et par plein d'éléments, ne serait-ce que par l'implantation cette fois-ci des effigies de Marika, en plus Ouais, des sites de grâce ouais. qui est les sites de grâce qui sont les feux de camp qu'on peut activer, qu'on réapparaît à chaque fois. Mais il y a des effigies de Marika qui sont placées à des points stratégiques, que ce soit dans des zones où il y a beaucoup de monstres ou Mhm. devant tout simplement les boss, ce qui t'empêche de te refaire le chemin H24, quoi. Ouais. Et ce qui est, pour le coup, une révélation, en tout cas pour moi, hein. En tout cas pour moi, j'avoue que à part, il y a une seule fois où les filles de Marie, enfin, le site de grâce, bah, c'est devant Renala, le Ouais. deuxième lord du jeu, entre guillemets, suivant dans quel ordre on le fait le jeu. Mais à part ça, les points stratégiques sont placés à des endroits qui nous permettent de relancer sans être vraiment frustrés. Oui. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment, ils ont beaucoup réfléchi à ça parce que ça, c'était un des gros reproches qu'on pouvait leur faire sur les jeux précédents. C'est Je suis que d'accord. tu n'avais pas de checkpoint à mi-distance, on va dire. Et donc, quand tu devais aller te retaper à un boss, bah, des fois, tu te faisais tes 5 bonnes minutes de marche, tu vois, où tu devais te retaper tous les monstres qui avaient déjà popé.
t'arrives, le boss te one-shot, ben c'est reparti. Tu t'es rebalancé 5 à 10 minutes avant et il y avait un truc très, très, très frustrant. Et je comprends parfaitement qu'il y a certains joueurs qui finissaient par dire, bah non, en fait, non, je pose ma manette, allez vous faire foutre, je ferai pas ça. Oui, C'est pas possible. c'est exactement ce que j'ai fait sur le début de Bloodborne avec le monstre clérical. Je me suis dit, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tout ce chemin pour aller au premier boss et qu'on pouvait pas traîner le boss tranquille, tu vois. Je Ouais. ne comprends, mais même encore aujourd'hui, c'est ça qui m'a fait lâcher la manette parce que je me suis dit, mais pourquoi? Ça vous coûte quoi, en fait? J'ai compris le chemin, je le connais par cœur, il n'y a pas de problème, je l'ai appris, il n'y a aucun souci, mettez-moi un truc devant. Après, c'est ce qui faisait le charme de ces jeux-là aussi, Ouais. hein, entre guillemets. Et il y avait une intelligence de game design derrière ça parce que quand on te force à refaire les mêmes passages, ben, en fait, tu les mémorises, tout simplement. Et tu finis par connaître le jeu par cœur. Et c'est ça Ouais, qui était recherché, c'est que pousser le joueur à apprendre par cœur le meilleur chemin pour arriver à tel boss, puis après apprendre par cœur son pattern pour pouvoir le terrasser, sauvegarder et repartir encore derrière. Et c'est vrai que ça aurait peut-être un peu gâché les expériences de jeu que de mettre des checkpoints trop proches des boss. Enfin, en tout oui, cas, oui, je vois tout à fait, hein. dans l'esprit des développeurs. Ça aurait dénaturé un peu le truc. Et ça, c'était un des points sur lesquels ils étaient très attendus pour Elden Ring, parce que les gens se demandaient, mais si genre je trouve un point de sauvegarde à un bout de la map et que je me trace les 100 bornes jusqu'à l'autre bout de la map pour me taper un boss et que je meurs devant le boss, je vais me taper à nouveau 100 bornes pour aller y retourner. C'est pas possible, quoi. Bah, ouais, surtout que du coup, dans le cas d'Elden Ring, ça aurait pas été possible de faire ça, hein. Dans un Ouais. cas d'open world avec autant, bon, ça c'est un point négatif, hein, mais on pourra y revenir, avec autant de boss Mm. différents, parce que bon, des boss majeurs, il n'y en a pas non plus des masses, mais il Non. y a énormément de boss différents, des boss secondaires, des grottes et tout. Ouais. Si on avait fait ça, déjà que la durée de vie du jeu en ligne droite, la première fois qu'on le fait, c'est très long, pas se Oui. mentir. Ouais, ouais. La durée de vie, elle est longue. Alors, si tu veux faire tout et que tu dois avoir cette même logique de apprendre tout par cœur, oula, pas sûr. Mais, euh, mais ouais, clairement. Après c'est vrai que là, contrairement aux anciens Souls, ne serait-ce que par l'appréhension qu'on a du titre, enfin du titre, je parle du jeu, Ouais. elle est vraiment différente. C'est-à-dire que j'avais entendu ça sur une vidéo, c'est-à-dire que la difficulté, elle est souvent mise par nous-mêmes en fait. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, moi, un exemple concret, le monstre clérical, pour moi, il était très difficile parce qu'il y avait tout ce chemin avant et aussi la musique, l'univers très poisseux, l'univers très noir, très sombre et ce boss qui faisait des cris horribles. Alors que, au final, en termes de difficulté, il est aussi facile que un boss de caverne dans Elden Ring, quoi. Ouais. Alors que là, c'est assez grandiose. Il y a eu énormément de couleurs plus chaudes et plus accueillantes, en tout cas, ne serait-ce que par la colorimétrie du jeu. Ces couleurs rouges, bleutées, dorées, avec des étendues un peu avec de l'herbe énormément, qui n'y a pas trop dans les anciens, qui sont un peu avec des couleurs un peu plus fades, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que au niveau de la direction artistique, il y a eu un énorme gap entre ce qui avait été fait avant et Elden Ring. Elden Ring est très, très chatoyant, très lumineux. Alors, pas en permanence, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des zones qui sont quand même très, très dark. Faut pas se Oui, oui, mentir. bien sûr. Mais il y a cette ouverture, cette respiration qui est donnée aussi grâce au choix de couleurs. Et ça change tout parce que du coup, c'est presque plus reposant, entre guillemets, lorsque tu relances une partie, tu vois. Tu n'as pas ce truc de te dire, ben, j'en chie devant un boss, j'en bave dans tel niveau, j'en bave devant tel combat, et en plus, tout est terne et gris autour de moi, quoi. Ça fait une espèce de gros gloubi-boulga hyper dépressif et déprimant. Et je pense qu'il y a des gens qui ont dû laisser tomber les épreuves et les choses aussi à cause de ça. Parce que c'était trop éprouvant émotionnellement. Alors Ben, que, en fait, non, mais même dans Elden Ring, il y a quand même cette obligation d'être impliqué, quoi. Là, on ah n'est pas oui, sur un LOL où tu lances une partie et tu peux ton cerveau en pause et tu regardes une vidéo à côté, c'est impossible.
Là, sur ce genre de jeu, c'est impossible. Non, là, tu peux pas, c'est clair. Tu es obligé d'avoir tous tes sens à fond, mais encore peut-être un peu moins sur Elden Ring. Encore, je trouve que, en tout cas, mais, sur les boss, et si vous voulez la jouer réglo, parce que vous jouez comme vous voulez, évidemment, mais si vous la jouez réglo en solo contre les boss, sans les invocations, c'est clair que faut être à 200% dessus, quoi. Ouais, ok, ouais. Plus de 200%. Tu peux clairement pas te mettre une petite musique sympa en fond ou des trucs comme ça, hein. Là, ça marche pas. Ah ouais, non, complètement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce système d'invocation, qui est pas nouveau, hein, Non. qui est pas nouveau, il y en avait sur Dark Souls, sur Bloodborne et tout, mais là, c'est quand même beaucoup plus, encore une fois, accessible. Ouais, Ça coûte juste du mana ou de la vie dans certains cas, comme l'alarme d'imitation, c'est ça? ouais, c'est ça. Le mimique et voilà, mais il y a une énorme panoplie d'invocations différentes qui sont très stylées, hein. Il y en a plein qui sont super cool, hein. Des invocations légendaires. Moi, je me rappelle une évocation, c'est l'invocation d'Alecto, enfin c'est la fille d'Alecto, je crois, Ouais. l'assassine des couteaux noirs, Mm. il y en a plein des comme ça, et en fait, ça vous aide vraiment à compléter les boss. Mais c'est une possibilité encore une fois. Mais là, clairement, par exemple, je me rappelle dans Bloodborne, un des premiers, le premier boss, là, le monstre clérical, tu peux invoquer le père Gascogne au Ouais, début, mais ça coûte 1 de lucidité à chaque fois. Et ouais. t'en as pas partout. Donc clairement, là, et en plus, ça augmente. En plus, il me semble, hein, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que quand tu invoques dans Bloodborne, ça augmente la vie des boss et la résistance, ou quoi que ce soit. Alors que dans Elden Ring, il me semble pas. Non, en effet, dans Elden Ring, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. C'est juste C'est une gratuit, aide, quoi. vraiment. Ouais, c'est ça. C'est le mode facile, quoi. Surtout l'alarme imitatrice qui fait exactement. C'est pour ça qu'elle a été nerf d'ailleurs. Euh, Ouais. même en étant nerf, elle est toujours. Voilà. Elle est toujours bien craqué, ouais. Mm. Ouais. Mais en effet, ça a été, comme tu disais en introduction, tout a été pensé pour être plus accueillant, plus souple. Mais justement, l'intelligence du jeu, c'est que ça a été fait de manière à ce que quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu puisse trouver des moyens de venir s'aider, de trouver un coup de main grâce aux invocations et tout, ou quelqu'un qui veut jouer de manière vraiment hardcore, à l'ancienne, peut aussi le faire. Et tout est aussi gratifiant. Et parmi les aides, je pense que sur lesquelles il faut s'attarder, pour moi, la plus grosse aide possible, c'est le mode multijoueur, quoi. Ah oui, oui, Et, clairement, oui. et ça, bah, justement, transition, allons-y sur notre deuxième partie. Magnifique transition. Chapitre 2. Le mode multijoueur. Donc, le mode multijoueur d'Elden Ring, c'est vraiment le mode facile par excellence, en fait. Et c'est un mode multijoueur, je trouve, qui porte presque mal son nom parce que c'est pas un vrai multijoueur comme on peut l'entendre dans un MMO, par exemple. C'est-à-dire que les joueurs, tu vas pas avoir vraiment de communication avec eux. C'est pas un système où les gens peuvent venir dans ton monde en permanence pour t'aider de A à Z. Tu vas pouvoir invoquer d'autres joueurs qui vont venir te donner un coup de main à certains moments possibles du jeu. Souvent, c'est face à un boss particulier, dans une citadelle, à traverser ou autre, sachant que les joueurs, ils peuvent soit venir t'aider, soit venir te pourrir la gueule. Ah oui, oui, clairement. Eh ben, il y a ce côté multijoueur que j'ai pas testé parce que j'ai joué sur PS4, mais que j'ai beaucoup regardé sur Internet. C'est cet aspect où tu peux aller aider les joueurs comme tu peux les envahir avec. Mais ça, c'était sur tous les Souls. Mais là, Ouais. c'est poussé un peu à fond, quoi. Il y a vraiment des phases PVP assez folle. Et il y a même Ouais. un tuto PVP un peu caché avec les quêtes du manoir du volcan. Moi, j'ai trouvé que c'était Oui, un peu comme ça. oui, oui. Ce tuto un peu où tu dois aller envahir les mondes des autres pour récupérer des items dans ce cadre-là. Ouais, c'était assez drôle d'ailleurs de trouver, parce qu'en général, quand tu arrives au manoir du volcan, tu sais, tu as déjà fait un gros morceau du jeu, hein, on va pas Oui. se mentir, et d'un coup d'un seul, tu tombes là-dessus et tu fais, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Et, euh, et je trouve que c'est quelque part, c'est à la fois surprenant et intelligemment fait parce que tu as déjà fait un gros morceau du jeu. En gros, tu as compris les mécaniques, tu sais où tu vas. Et là, ils te font, bon, le jeu n'est pas fini, mais une fois qu'il sera fini, si vous voulez vous amuser, il y a ça. Il y a le mode multi, quoi. Ouais,
Ouais, il y a le mode multi, mais c'est clair que par exemple, moi j'ai vu un ami à moi faire sa run Elden Ring sur PC. Moi je l'ai fait Mhm. sur PS4, mais ça n'a rien à voir, hein. Ouais, Ne serait-ce que l'importance des messages au sol. oui, Moi, ça m'aurait aidé à plein d'endroits, des secrets, par exemple, le secret pour te téléporter justement au manoir du volcan, c'est quand tu te fais euh, prendre dans le corps d'une faucheuse ouais, tout en bas de l'académie de l'Irnia. C'est très long, oui. mais lui, mon pote, il a trouvé le message par terre, il a fait de suite. Alors que moi, je dû aller chercher sur Internet et tout. Si on me l'avait pas dit, j'aurais jamais trouvé, quoi. Et justement, cet aspect multijoueur, il est en deux facettes. Il est dans le jeu, mais hors du jeu. Oui, Il est hors du jeu parce que clairement, il y a tellement de secrets, de boss différents, de boss cachés, d'items cachés et tout, que le jeu te force d'une certaine manière à aller voir sur Internet, mais même pas que pour des solutions, mais si, c'est des solutions. Voilà, je me perds un peu, mais comment expliquer ça? C'est un peu compliqué. ouais, non, mais tu as parfaitement raison parce que c'est des solutions, mais pas que, parce qu'il y a aussi du lore. Ouais. Et le multijoueur, en fait, il a cette particulier, et je trouve que tu as trouvé parfaitement la bonne formule, c'est que c'est du multijoueur dans les murs du jeu et hors des murs du jeu. Parce que tu vas, et ça, c'est un phénomène qui existe depuis le premier Dark Souls, voire même depuis le premier Demon's Souls, où les joueurs, à l'époque, c'était sur des forums créés à l'arrache, tu vois, limite sur des skyblogs, où les mecs mettaient les astuces sur comment battre tel boss. Moi, j'ai découvert ça. Et tu avais des gens qui commençaient à répondre, à dire, ouais, mais moi, j'ai trouvé tel truc. Moi, j'ai utilisé tel build. Ah, ce boss-là, en fait, il est hyper sensible à l'empoisonnement. Celui-là est sensible au saignement. Et petit à petit, cet échange de renseignements et de trucs et astuces qui s'est créé dans une communauté qui est très très large, hein. C'est un truc de fou qu'on fait des recherches sur Google, sur Elden Ring, et qu'on tape Elden Ring conseil. C'est affolant. C'est affolant. En dehors des sites pro, entre guillemets, qui donnent des conseils, il y a aussi donc des passionnés sur toutes les plateformes possibles et imaginables, que ce soit Twitch, YouTube, sur des plateformes participatives et compagnie. Les gens se donnent des conseils. Et en plus, ouais, parce qu'en plus, il y a tellement un panel de situations, d'épreuves, de challenges, de boss différents, Ouais, que même en étant bon, entre guillemets, encore c'est une notion un peu particulière, être bon en jeu, ouais, mais même en étant bon ou à l'aise dans un Souls, il y a certains challenges qui peuvent vraiment poser problème. Moi, je pense à Malenia, il y a sa ouais, fameuse technique tourbillon, l'attaque tourbillon qu'elle fait. Même en étant un dieu des esquives ou quoi que ce soit, c'est limite à la framerie pour prendre 0 dégâts. ouais. Donc, il y a plein d'astuces après coup que les joueurs ont trouvé pour empêcher qu'elle fasse cette attaque. Ne serait-ce que si vous ne le saviez pas, vous pouvez lancer un pot rituel dessus, ça la fait tomber directement. Ouais. C'est cadeau. C'est cadeau. Mais ça fait très vite la différence. Mais on n'est pas censé le savoir. Il y a très peu d'ATH, il y a très peu d'indications de si il n'y a pas de super efficace comme Pokémon hein, là-dessus en termes d'attaque. Donc clairement, le jeu pousse à se renseigner plus que des solutions. En fait, Oui, c'est une aide communautaire oui, qui fait partie, je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, mais je trouve que ça fait partie du jeu à la part complètement. entière. C'est Complètement. assez fou d'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment un truc que recherchait Miyazaki, le créateur des Souls, dès le départ. Il voulait qu'il y ait cet aspect, comment dire, cet aspect de solitude absolue soit contrebalancé par cet aspect communautaire, cet aspect de gens qui se soutiennent dans l'épreuve. Tu vois, Ouais. c'est con à dire, mais en plus, alors oui, il y a des trolls dans la communauté Elden Ring et Dark Souls, il y en a beaucoup, mais c'est quand même une communauté qui est extrêmement saine. Il y a beaucoup de channels Discord qui sont dédiés à Elden Ring, où les gens mettent des codes d'invocation en disant, si tu as besoin d'un coup de main, tu m'appelles, je t'aide. Il y aura toujours quelqu'un pour venir t'aider. Et ça, c'est quand même un truc complètement fou. Tu vois, et sur ces mêmes channels Discord, on peut trouver des tonnes et des tonnes de trucs sur des builds à avoir, sur, comme tu disais, les petites techniques, genre le pot rituel et compagnie. Moi, j'ai découvert ça largement après avoir fini le jeu, j'étais dégoûté.
Ouais, clairement, ouais. Mais oui, c'est tellement bête et c'est tellement simple, mais c'est fabuleux. Ah oui, moi, j'ai trouvé aucune astuce sur Malenia. Moi, j'ai juste pris 40 niveaux après la première fois que je l'ai rencontré pour y aller, parce que sinon, c'était pour la tomber en 2 coups et c'est fini. Sinon, c'était très compliqué, mais clairement, ouais, mais même au niveau, comme tu l'as évoqué précédemment, même au niveau du lore, pour tout comprendre, en Ouais, étant tout seul dans sa tête, j'ai pas envie de dire que c'est impossible, parce que bah, évidemment, tu peux le faire tout seul, mais ne serait-ce que pour. C'est tellement. Ça, les sous sont connus pour ça. C'est tellement un lore qui est architectural et minimaliste, et ouais, faut comprendre des lignes de dialogue et des descriptions d'objets et tout, que pour tout imbriquer ensemble. Moi, j'ai vu le graphique qu'avait fait un YouTuber, je sais plus son nom, qui est très connu pour décortiquer les lores des Souls, un youtubeur anglais, qui avait un diagramme avec toutes les connexions qu'il y avait de l'histoire d'Elden Ring. C'est gigantesque, alors que pourtant, il n'y a pas grand-chose en termes écrits ou quoi que ce soit, quoi. ouais. Donc voilà, donc c'est clair que c'est assez particulier, cet aspect multijoueur d'Elden Ring. Je vois pas dans d'autres productions ce genre de concept, quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est assez unique dans le paysage du jeu vidéo. Et c'est d'autant plus unique que c'était une proposition qui va complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le paysage du jeu vidéo à l'heure actuelle. Quand tu vois je vais forcément taper sur Ubi, hein. Je suis désolé Ubisoft, j'ai rien contre vous, au contraire, mais l'open world à la Ubisoft ou la façon d'appréhender le level design chez Electronic Arts ou chez Activision Blizzard, c'est tellement aux antipodes de la proposition d'Elden Ring que personne ne pouvait imaginer un tel succès pour Elden Ring. C'est-à-dire que c'est un jeu qui ne te prend pas par la main, qui ne te donne rien au niveau de la TH, très très peu. Au Ouais. niveau du lore, c'est extrêmement cryptique. Il faut que tu ailles faire des recherches de ton côté pour aller chercher, pour essayer de comprendre. T'as pas de scène cinématique de 4 heures qui t'explique comment dire, le tenant les aboutissants du héros qui devait sauver le monde, hein, coucou Kojima. Là, t'as rien de tout ça, et pourtant ça marche. La sauce prend, les joueurs sont emballés, et c'est quelque chose qui est, enfin, qui est totalement inattendu, quoi. Et je te propose du coup qu'on passe directement à la troisième Oui, oui, partie, vas-y. du coup sur l'avant et après Elden Ring, hein, sur l'impact sur l'industrie du jeu vidéo, parce que avec une telle anomalie qui a un tel succès, est-ce que le paysage du jeu vidéo va pouvoir rester le même? Chapitre 3, l'avant et l'après Elden Ring. C'est ça la Ben, question. en fait, je trouve, c'est carrément le terme d'open world, en fait, qui est remis en question. Ouais, Parce que moi, je sais, c'est un genre qui m'intéresse vraiment, parce que il y a énormément d'open world qui sont sortis ces 10, 20 dernières années. ouais, Mais des gens, des développeurs qui font du vrai open world, c'est-à-dire un monde ouvert, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut quand on veut. C'est ça, hein, oui, littéralement. c'est C'est ça. l'open world, c'est la promesse de liberté, c'est la Oui, promesse de. c'est le bac à sable ultime en fait. Voilà, exactement. Comme on a pu le voir avec Breath of the Wild ou Outer Wilds, Ouais, tu as un hub au début avec le tuto, et après, c'est rouler jeunesse, quoi. ouais, C'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Elden Ring, c'est un peu différent, parce que ne serait-ce que pour continuer l'histoire, il faut 2 runes majeures. Enfin, voilà. Mais à part ça, on est quand même poussé comment dire, à l'exploration, qu'on soit niveau 1 ou niveau 170, tout est faisable, entre guillemets, quoi. oui. C'est juste plus dur, mais c'est carrément faisable, quoi. Il faut juste améliorer les armes ou quoi que ce soit. Et dans les autres productions plus traditionnelles, excuse-moi, tu as cité Ubisoft, donc je vais reciter Ubisoft. Mais même dans des MMORPG comme World of Warcraft, mais en fait, il y a cette promesse de liberté, de monde gigantesque et tout, mais on est quand même extrêmement guidé de dire, bah, il faut aller à tel point, il faut faire ça, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. C'est quand même des jeux qui sont au final très linéaires, et qui Oui, proposent un open world et qui n'en est pas réellement un, quoi. et c'est ça. En fait, ce sont des histoires linéaires qui sont plantées dans un jeu avec un paysage ouvert où il y a beaucoup de distractions.
et où ces distractions n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la trame de base. Alors, je range pas du tout The Witcher là-dedans parce que The Witcher avec ses quêtes annexes, c'est vraiment encore autre chose parce que là, c'est Ouais, pas de c'est la différent. distraction, c'est vraiment de la construction de monde et de la construction d'histoire à travers des petites histoires. Donc là, c'est vraiment un concept global aussi. Mais quand tu prends Assassin's Creed Valhalla, je l'aime beaucoup ce jeu parce que je pense que c'est l'un des meilleurs Assassin's Creed et pourtant je suis pas très Assassin's Creed à la base, mais ils ont su faire évoluer l'open world de manière très, très intelligente. Mais il n'empêche que on n'est pas avec un degré de liberté véritable. C'est une fausse liberté. D'autant plus qu'avec les derniers Assassin's Creed, ils ont inclus un système de pseudo-RPG où les ennemis ont des niveaux et toi, quand tu es à un niveau trop faible, tu peux pas vraiment les affronter. Enfin, du coup, ils se sont Oui, en carrément fait, tiré une balle dans chaque en genou. fait, il y a des barrières, il y a des barrières artificielles dans un jeu qui est censé être ouvert, quoi. C'est ça. Et pour moi, le seul open world digne de ce nom, quand tu le mets dans la balance avec Elden Ring, c'est Breath of the Wild. Parce que Breath of the Wild, c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est que tu as un tuto, et puis après, fais ce que tu veux. Le monde, il est à toi. Et quelque part, alors, avec Elden Ring, je pense que l'histoire de jeux vidéo détient cette espèce de sainte trinité de l'open world, parce que dorénavant, on a The Witcher qui a donné des leçons, enfin The Witcher 3, qui a appris aux autres à écrire une histoire dans un open world Et et que écrire tout des se tienne. scénarios intéressants, quoi. C'est ça. Tu as Breath of the Wild qui a montré qu'un gameplay émergent, ça pouvait fonctionner et que la formule très très classique des précédents Zelda, elle pouvait être sublimée complètement grâce à un open world et grâce à ces méthodes de gameplay émergents qui sont juste géniales. Et il y a Elden Ring qui vient montrer que on peut faire un jeu exigeant avec un lore cryptique, avec des tonnes de possibilités de gameplay et que tout se tienne et que tout soit cohérent et organique. Et maintenant, la question que je me pose, c'est mais les jeux en open world qui vont venir après, mais comment ils vont faire? Ben, ça va être très compliqué parce que, euh, en fait, avec Elden Ring, après, on ne sait pas exactement tous les rouages, mais le jeu a mis quoi, 4 5 ans à être produit. Ouais, à Euh, peu près. Alors, ce sont les chiffres officiels, mais on sait que oui, Miyazaki, il a bossé déjà en amont en avant, donc amont, on peut compter j'imagine. 6 7 ans, quoi. Oui, voilà, non, mais 6 7 ans pour que le jeu soit construit dans une ambiance d'entreprise où il n'y a pas eu, en tout cas, en tout cas, officiellement, d'annonce de problème ou de crunch ou quoi. Ouais. Mais à culpa, il y a bien des problèmes de crunch chez From Software, on reviendra dessus sur un prochain épisode. Ça a mis, c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux, que ce soit sur tous les plans, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau même de la com, hein. Enfin, c'est Oui, assez faramineux la com qu'il y a eu dessus. ouais. Pour une production finale qui tient ses promesses, ça clairement on va pas le, même en essayant d'être neutre, ça tient ses promesses. C'est quand même Oui, carré. Bon, il y a quand même des défauts, hein, comme dans tous les jeux et comme oui, dans bien sûr. toutes les créations qui existent. Il y a des défauts, mais là, pour le coup, c'est assez fou l'ambition qu'a le jeu et le problème le problème entre guillemets qu'on voit aujourd'hui, c'est que par exemple, moi je le compare à un jeu qui est sorti un mois avant sa sortie, Legend Pokémon Arceus. Ouais. Non, voilà, tout simplement non. Et je veux pas cracher gratuitement sur les gens de Pokémon Arceus. Il y a d'autres gens qui le font mieux que moi et peut-être à raison. Je dirais pas même s'ils ont raison. Mais, mais tout ça pour dire que c'est possible en fait de faire des Oui, jeux cohérents avec une énorme ambition qui sont bons de A à Z et que voilà du coup ça met des From Software a toujours été connu, même moi qui ne suis pas fan, moi j'ai toujours connu From Software comme ayant mis des codes dans l'industrie du jeu vidéo qui sont ancrés tellement ils sont intelligents. Et oui, Elden Ring le fait encore une fois. ouais. Alors certes, c'est une continuité des Souls parce que clairement, Elden Ring au niveau de son gameplay, il y a des ajustements comme on a vu avec des facilités d'accessibilité et tout, mais Hmm, ça reste un Souls. Mais ouais. pour autant, ça va sûrement, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de la construction du monde, au niveau de la cohérence de l'histoire, au niveau de la façon d'aborder l'open world, ça va forcément pousser les gens, enfin les développeurs en tout cas,
à aller de ce côté-là, quoi. Ouais. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, hein. Alors, comme tu disais, Pokémon Arceus, et il a eu de la chance de sortir avant Elden Ring. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui lui ont pardonné beaucoup de choses parce que Elden Ring n'était pas encore passé par là. Mais quand tu vois, je sais pas si tu as mis la main sur Horizon Forbidden West, Pas encore. mais, Ça va être fait, mais pas encore. mais la comparaison, elle est atroce. Elle est atroce parce que on a l'impression de faire un bond en arrière. Mais vraiment de revenir dans le temps, de se prendre. Alors le jeu est très beau, hein, techniquement, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de son game design, de son level design et de la structure de son histoire, Elden Ring a mis un mur en fait. Et Horizon se prend le mur, mais pleine balle, et il en sort à l'état de crêpe. Tu vois, le jeu est écrasé par Elden Ring. Et c'est uniquement mon point de vue, hein. C'est juste que j'ai mis la main dessus après Elden Ring et franchement, ça a été une souffrance de devoir y jouer. Mais bon, là n'est pas la question. Mais on sait que d'autres jeux comme Forsaken de Square Enix ont été reportés et décalés dans le temps parce qu'il y a eu Elden Ring. Et que quand les mecs ont joué à Elden Ring, ils se sont fait la vache, on sort la même année qu'Elden Ring. Si on sort notre jeu en open world dans cet état, avec ce système de jeu-là, on est mort. Ah oui, non, clairement, ouais, ouais. Mais ça fout la pression pour tous les autres développeurs. Après, Ouais. faut pas non plus encenser Elden Ring et dire que les autres jeux sont pas bien parce que c'est pas ce qu'on Ah fait. non, du Mais tout. je pense quand même qu'il faut faire la nuance de, c'est pas pour tout le monde. Faut quand même C'est pas, ça. Elden Ring, c'est quand même pas pour tout le monde et il faut que pour certains joueurs, moi, jusqu'à très récemment, tu me donnes un Souls, même encore, là, j'ai relancé Bloodborne, c'est compliqué. Voilà, mais je pense quand même que ça parle pas à tout le monde et du coup il en faut pour tous les goûts, mais on peut quand même trouver un juste milieu entre un Legend Pokémon Arceus qui, à mon humble avis, là c'est vraiment que ma propre personne qui est engagée, t'inquiète pas, tu n'es pas engagé. Vraiment, pour moi, il serait sorti en 2014-2015, c'était le grand maximum. Parce que vraiment, ne serait-ce qu'au niveau du gameplay, moi je suis désolé, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais tout ça pour dire que c'est possible et qu'Elden Ring l'a montré. Ouais. Voilà. Ouais. Elden Ring a montré qu'un autre open world était possible en fait. Et ça, c'est vraiment la marque des grands jeux. Tu vois, pour moi, en fait, Elden Ring, il va avoir le même impact sur le long terme que ce que Street Fighter 2 a eu quand il est sorti. J'explique parce qu'avant, le versus fighting, c'était des jeux comme Karate Champ ou autre. C'était plus du beat 'em up à plat. Et quand Street Fighter 2 est sorti, ça a donné une profondeur au jeu que les joueurs avaient jamais vu et que les critiques non plus avaient jamais vu. Il y a eu un espèce d'avant et d'un après, quoi. Ça n'a pas empêché les autres jeux de continuer à sortir, à avoir du succès, à marcher, mais d'un coup d'un seul, ça a posé des bases sur lesquelles plein d'autres genres sont venus s'appuyer. Et je pense que Elden Ring, on aura vraiment comment dire, le résultat de son impact d'ici 4-5 ans. Quand comment dire, les développeurs auront compris et eu le temps de mettre en place de nouveaux gimmicks et de nouveaux systèmes de jeu. Je pense que là, ce que les développeurs intelligents devraient faire, et je vise vraiment personne, c'est comprendre qu'on n'a pas besoin de surcharge et de surassistanat dans un jeu pour qu'il soit satisfaisant et fun. Et que Et intéressant à parcourir, quoi. exactement. Et que pour ouvrir au plus grand nombre, il faut peut-être simplement offrir la possibilité, lorsqu'on lance un jeu, de choisir non pas des niveaux de difficulté, parce que je trouve ça complètement con de devoir choisir des niveaux de difficulté, mais de choisir des expériences de jeu. Tu vois, par exemple, dans Dragon Age ou dans peut-être Mass Effect 3, mais je me souviens, on m'en sent pas trop loin, je dis peut-être une connerie, mais dans Dragon Age en tout cas, ou dans Divinity, on te demande de choisir ton expérience de jeu, plutôt tourner vers l'histoire, plutôt tourner vers le combat, ou des expériences mixtes entre les deux. Est-ce qu'il serait pas pertinent, dans les jeux à venir, de dire bah, quel type d'expérience vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre une expérience exigeante, où vous êtes un peu livré à vous-même et où du coup tout sera à découvrir, ou est-ce que vous voulez une expérience plus assistée, plus accessible, où là du coup ben, ce sera peut-être moins dans la récompense, mais plus dans le jeu chill à découvrir soi-même, tu vois.
Ouais, donc clairement, et en plus, je trouve que de ce côté-là, je trouve que l'ATH a un énorme impact Ouais, au niveau de l'immersion du joueur. ouais, complètement. Je vois parfois passer des mèmes sur Ubisoft où tu as tout l'écran qui est bourré d'items, de notifications ou quoi. Mais que ce soit sur Elden Ring ou même moi, je pense à un autre jeu qui c'est Sea of Thieves. Oui, Il y a zéro ATH, mais de A à Z, il y en a zéro. Et en fait, ça permet vraiment d'être immergé dans le jeu, qui est le but principal du jeu, tu vois. ouais, Et clairement, ce que tu disais aussi sur l'expérience de jeu, je pense que cette idée aussi de vouloir parler à tout le monde, ça permettrait voilà, aux productions de parler à tout le monde et c'est super intéressant, quoi. ouais. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais. Mais du coup, je souhaite en tout cas bon courage hein, à tous les développeurs, à toutes À les tous. équipes qui se sont dit, allez, on sort notre open world en 2022, ça va bien se mettre. Je crois que, Il faut avoir les crocs pour sortir un open world maintenant. ouais, C'est pour ça qu'il y a énormément de petites productions ND où c'est des petits, voilà, des petits jeux, quoi. Parce que pour se tâter au. Parce que le problème, en fait, c'est que à chaque fois qu'il y a ça, j'en mets ma main à couper, à chaque fois qu'ils vont sortir, que n'importe quel éditeur slash développeur vont sortir un nouveau open world, et ils vont le comparer à Elden Ring maintenant, hein. ouais, C'est obligatoire. Ça va forcément sortir à un moment donné, à me dire, oh, Elden Ring, il a fait ça, Elden Ring, il a fait ça. ouais, c'est sûr. Et tu vois, là, donc, on aura le temps de voir, mais Forsaken, ça a été confirmé à demi-mot qu'ils allaient repenser des choses parce que Elden Ring était passé par là. Pour Hogwarts Legacy, je pense pas qu'ils retouchent grand-chose parce qu'on sait que de toute façon, ça va se vendre par palette entière parce Oui, qu'il y a la licence mais Harry Potter. par Et... moi en premier. Mais clairement, oui. Après, c'est Hogwarts Legacy et Elden Ring. Bon, après, c'est pas non plus la même expérience, quoi. C'est pas la même expérience, mais tu vois, je pense que pour le public, ça va passer quand même. Pour le public, tout le monde va trouver chaussure à son pied. Il y aura un prochain Assassin's Creed et il y aura un ATH qui va noyer tout le monde et les fans d'Assassin's Creed ils seront contents. Hogwarts Legacy il va se vendre. C'est surtout ceux pour lesquels il n'y a pas encore de fanbase, tu vois. C'est pour ça que je parlais de Forsaken et je pense aussi au Sonic Frontiers. Sonic Frontiers, il va se manger un mur, quoi. Il va se manger un mur parce que l'open world, il va subir des comparaisons avec Breath of the Wild et il va prendre cher. Il va subir des comparaisons avec Elden Ring, il va prendre cher. Il va Ça se trouve, il subir des va subir comparaisons des avec tout. comparaisons parce qu'il a fait la même chose et que c'est bien. Je sais pas. Mais je lui souhaite, en On lui tant souhaite. que gros fan du Hérisson Bleu, c'est tout ce que j'espère, quoi. Pareil. Il y a pas, il y a- Ça, non, non, on verra bien, hein. Ouais. Mais ce sera intéressant après de faire un petit bilan. D'ici 4 ou 5 ans sur l'édito JV, on espère qu'elle sera toujours vivante, Mais oui. sur l'open world et ce qui s'est passé Bah, depuis. Mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on prenne rendez-vous dès maintenant. On prend rendez-vous pour la dernière semaine du mois de décembre de cette année et on fait le bilan des open world de l'année 2022. allez, on fait ça, c'est Allez, c'est parti. noté. On est engagé, on On est s'engage auprès de engagé. vous. C'est écrit sur le papier. Exactement, exactement, exactement. Bah, écoute, je te conseille, merci, je vais retrouver mon mot. Je te propose de continuer sur notre petit édito JV sur les références et sur tout ce qui transpire de l'univers, de plein d'univers différents dans Elden Ring. Les références, les inspirations et la patte de Gérard Martin dans Elden Ring. Oui, parce que là on est sur quelque chose aussi très très vaste. On parlait de lore tout à l'heure, avec des lores critiques très riches, mais c'est aussi un jeu où Miyazaki a mis beaucoup de son amour pour d'autres œuvres. Et en plus, c'est le premier jeu qu'il a écrit en collaboration avec quelqu'un de l'extérieur du jeu vidéo. Il a écrit avec Gérard Martin, l'auteur de Game of Thrones. Alors, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant, ce sera à prendre avec des pincettes. Attention, parce Oui. que on sait que officiellement, Martin n'a écrit qu'une partie du lore avec Miyazaki. Officieusement, il a participé aussi à la création des noms de certains personnages, mais ça fait l'objet d'un démenti. Et il y a aussi des archi-fans de Martin qui se sont mis à gratter tout le lore d'Elden Ring et qui ont trouvé des correspondances avec ses bouquins, son style d'écriture, Ouais, etc. ces univers et tout. Ouais. Et du coup,
savoir ce qu'il a fait ou pas, c'est compliqué. Mais on peut quand même en parler. Ah oui, on peut quand même en parler. Mais ne serait-ce que moi, je suis un gros fan de Game of Thrones et en fait, cette identité un peu. Alors, attention, je vais sortir des mots un peu chelous, mais c'est toutes ces histoires de. Attention, là, par exemple, il va y avoir de gros spoilers, donc voilà, on préfère au niveau de l'histoire. Ouais, Mais cette histoire qu'il y a eu, par exemple, moi, c'est ça qui m'a marqué le plus entre Mog et Michaela, ouais. qui sont deux enfants. Et encore, ça, c'est un autre point. C'est en termes d'arbre générationnel, c'est encore un bordel. C'est comme les Targaryens, c'est comme tout ça. Il y a énormément d'entrecoupements spécifiques. Que Michaela, qui est un des fils avec jumeaux avec Maligna, de Radagon et Marika, et Mog, qui est le fils jumeau avec Morgoth de Marika et Godfrey, on va y arriver. Ouais. C'est compliqué. Et en fait, on apprend en lisant les objets que Mog, qui est le demi-frère de Michaela, voulait se marier avec lui. Michaela ne voulait pas. Malenia, lors de l'éclatement, s'est barré pour aller combattre Radan en Kaelid, mais du coup, Mog en a profité pour kidnapper et pour faire des choses, on va pas, voilà, Ouais. on va pas dire, On va pas lâcher le mot, voilà, on va mais tout pas le monde a lâcher le mot. compris. Tout le monde a compris, mais tout ça pour dire que c'est ancré de cette patte limite très malsaine en fait, un Ouais. peu incestueux, un peu quoi que ce soit, et ça sur plein de plans quoi. Ouais. Et ça, très, très clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Ça sent la patte Game of Thrones parce que ces relations incestueuses, ces relations un peu bizarres entre frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, Qui machin, gêne le public quoi, kidnapping. qui gêne les Ouais, mœurs quoi. ouais, exactement. C'est ce qui va venir gratter un peu l'arrière de la tête là. Très clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai senti la patte Martine derrière ça, quoi. Et ce côté alambiqué, on l'avait pas vraiment dans le lore des Bloodborne ou autre. Euh, C'était toujours des lores avec des grands anciens ou des dieux qui s'affrontent, etc. Mais pas poussé à ce point-là dans des relations interpersonnelles bizarres. Et Oui, les boss, ils paraissent plus humains, en fait. Les personnages, même, oui, ils paraissent plus humains, ils paraissent plus avec, justement, avec des problématiques de la société actuelle, quoi. ouais, Et c'est assez fou que ce soit, on peut citer tout le monde, Morgoth, Malenia, Marika, Radagon, Redala qui s'est fait tromper par Radagon, qui s'est remarié avec Marika, tout ça. Enfin, ouais, c'est ouf, mais ouais, cet arbre généalogique est assez grande, ne serait-ce que par les personnages principaux, que ce soit Renala qui a donné Radan, qui a donné Raikard et Rani, qui n'ont rien à voir entre eux en termes, tu vois Ricard et Radan, il n'y a pas grand-chose, tu vois, ouais, comme assimilation, mais en même temps, après, Radagon, il s'est remarié, il a eu deux enfants jumeaux, dont un, il a été putréfié du coup. Et après, on apprend, attention, encore énorme spoiler, cette histoire entre Radagon et Marika, mais et EST. ouais, C'est-à-dire que, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Au ouais. final, est-ce que c'est une même entité qui a créé des enfants depuis le début? Bon, j'y crois pas à cette théorie-là, mais J'y crois pas non euh, plus. j'y crois pas non plus. Mais il y a énormément de théories comme quoi ce serait la même entité. Mais moi, je pense justement qu'ils ont fusionné, mais est-ce qu'ils ont eu leurs enfants après qu'ils avaient fusionné, avant Michaela et Malenia? Mais après, du coup, ça expliquerait pourquoi Malenia, elle est atteinte de la putréfaction. Enfin, tu vois, Ouais. cette malédiction un peu. Enfin, du coup, ça serait des enfants incestueux. Enfin, tout ça fait que il y a énormément d'embranchements d'histoires, de personnages et tout. Et je trouve qu'il y a un peu ce même délire de dynastie qu'il y a dans Game of Thrones, avec toutes les maisons et les embranchements qu'il y a eu au sein d'elle, quoi. Ouais, ouais, complètement d'accord. Absolument. Et comment dire, c'était aussi la première fois pour un Souls-like où le lore était à ce point détaillé au niveau de sa dynastie, de sa généalogie. Parce que là, vraiment, ça s'étale sur plusieurs générations en plus. Enfin, et en termes de temps, c'est très difficile à chiffrer parce que comme ce sont des dieux, on sait que l'écoulement du temps est très différent pour eux par rapport aux humains. Donc, c'est des choses qui s'étalent sur peut-être des siècles ou des millénaires, on n'en sait rien.
mais c'est à ce point ce point de complexité-là, on l'avait jamais vu avant enfin, Bloodborne, j'allais dire, dans un Souls-like, quoi, dans un jeu en tout Ouais. cas produit par Miyazaki. Mais en plus, c'est cet aspect un peu cosmique parce il y a les histoires et les problématiques, justement, comme j'avais dit, humaines entre les personnages, ces histoires d'inceste, de tromperie, de quoi que ce soit. Mais il y a aussi cet aspect autre qui est plus intrinsèque aux Souls, c'est cet aspect cosmique. Quoi. Quand tu vois que Radan, c'était le conquérant des étoiles, mais le conquérant des étoiles, le protecteur des entités spatiales extraterrestres, comme par Ouais, exemple le rejeton Astel, le rejeton du vide, ou ce genre de trucs qui viennent sur la Terre pour tout détruire. T'es là en ouais. mode bon, Là, c'est là, on avait assez, presque y a cette dualité un peu quoi. ouais, et puis là, on a un esprit presque Lovecraftien, en fait, dans l'écriture, mais ça, c'était déjà typique de Miyazaki. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le lore de Bloodborne, ces histoires de grands anciens, d'entités qui viennent du fin fond de la galaxie, qui sont pas mesurables ni imaginables par l'être humain, sans quoi on sombre dans la folie. Enfin, c'est quelque chose de très Miyazakesque. Et donc, il y a tout ce volet-là de Martin et de Miyazaki, mais il y a aussi autre chose dans Elden Ring qui est aussi très important, c'est l'hommage à Berserk. Oui, bien sûr. Et c'est un hommage d'autant plus poignant parce que le Kentaro Miura est décédé avant la sortie d'Elden Ring. Miyazaki a une passion sans borne au travail de Miura et à Berserk. Et il y a presque partout des hommages, des références. On peut retrouver l'armure de Guts, on peut retrouver son espadon. Son espadon qui est à Ben, Kaelik, petite astuce, ouais. juste à l'entrée. Et il y a des tombes avec les épées qui sont clairement reprises de Berserk. Enfin, c'est De la colline après ouais, l'éclipse, c'est l'éclipse. ça? Ouais, c'est C'est ça. ça. Et c'est quelque chose de très de presque émouvant en fait quand on connaît enfin, moi, je suis un très grand fan hein, de Berserk. Tu Pour n'es pas moi le seul, t'inquiète pas. c'est pour moi l'un des mangas ultimes en fait, hein. Et de loin. Où, enfin, on va pas disserter là-dessus, mais lisez Berserk. Ouais, Arrêtez complètement, tout il faut. maintenant, mais allez lire Berserk, quoi. Ben, c'est Et clairement la référence de Dark Fantasy, ouais, et même en dehors du microcosme du manga, enfin microcosme, du cosme du manga, ouais. mais c'est clairement la référence Dark Fantasy, et ça se répercute sur Elden Ring, quoi. Ah, complètement. Sur, Complètement. Et en plus, vraiment, il y a une vraie, c'est un vrai hommage. C'est pas, on sent qu'il y a de la sincérité dans ce qui a été fait. On sent que les choses ont été posées là de manière intelligente, que quelqu'un qui connaît pas Berserk traverse le jeu, remarque rien, hein. Et c'est pas noté en gros, en gras, attention, hommage maintenant. Mais c'est fait de manière subtile, c'est fait de manière assez délicate. Et pour les gens qui ont porté un deuil symbolique suite à la disparition de Miura, c'est vraiment quelque chose de très très poignant et de très émouvant que de découvrir ces références-là, quoi. ouais, ouais. Et pour finir, juste vite fait sur la patte George R. R. Martin, ça a été démenti. C'est juste voilà, une petite fin d'apéritif que je vous livre. C'est cette histoire de nom. Alors, il a complètement démenti ça Ouais, dans une interview, mais en fait, j'ai du mal à croire autre chose à titre personnel. Genre, les plus grands noms de l'histoire d'Elden Ring, que ce soit Radan, Radagon, Rani, Marika, Godfrey, Maliket, Malenia, bon, il y en a beaucoup d'autres. Ça prend les initiales George R. R. Martin. ouais, ouais, tout à Pourquoi? fait. Soit c'est complètement inconscient, il n'a pas voulu l'assumer, soit je vois pas pourquoi il aurait démenti ça si c'était la réalité. Parce que bah il pourrait, hein, pas non plus. Ouais. Donc je sais pas, mais c'est vrai que tous les personnes tous les personnages les plus importants, ils ont cette déclinaison là. Donc je sais pas, ça voilà, c'est à vous de faire votre propre opinion. Ouais, après, c'est peut-être aussi un hommage de Miyazaki. Peut-être que Miyazaki s'est dit, allez, je vais rendre hommage au travail de Martin en mettant ses initiales partout. Enfin, qui sait? Qui sait? On saura jamais ce qu'il a C'est ça. démenti, on ne sait pas si c'est la vérité ou pas. Oui, et tu sais, si ça se trouve, il est sous contrat pour le moment, et puis quand le contrat va sauter d'ici un an ou deux, il va revenir dessus en mode ouais, non, mais en fait, Si. si.
Bah, écoute, je te propose qu'on passe au chapitre suivant, notre chapitre 5, sur les éléments de jeu qui nous auront le plus marqué. Chapitre 5, c'est l'instant recommandation. Bah, du coup, comme à l'accoutumée, je pense qu'on fera ça sur plein sur tous nos podcasts, si ça s'y prête ou pas, mais on peut peut-être évoquer un élément, en tout cas en tant que joueur, qui nous a marqué dans ce Elden Ring. Ouais. Donc je sais pas si tu veux commencer ou je me lance là-dessus. Bah écoute, moi je veux bien parce qu'il y a vraiment Vas-y. euh, un combat en particulier qui m'a marqué parce que il avait un côté totalement épique auquel je m'attendais vraiment pas. C'était le combat contre Radan, donc Ouais. le fléau des étoiles, qui se passe en Kaelid. Et donc Radan, on va pas refaire sa bio, hein, mais en gros, c'est un boss majeur et qui fait à peu près, allez, quoi, 6-7 fois la taille de l'Avatar, Ouais, un truc peut-être comme un ça. peu, ouais, un truc comme ça, ouais. Il est Mais- gigantesque, pour Ouais, le coup. il est gigantesque. Et quand on le voit apparaître de loin, on se dit, la vache, on va en chier. Sauf que le combat est pas si difficile que ça parce que on peut invoquer sur tout le terrain où le combat a lieu des dizaines de combattants pour venir se battre avec nous, enfin des âmes de combattants. Et il y a un côté presque Seigneur des Anneaux du coup dans le combat où on fonce à cheval Ouais, la sur bataille du Radan. gouffre de Helm, Ouais, mais c'est ça, quoi. un truc comme ça. Ouais. Exactement. On fonce sur lui, il y a une musique de fou qui est épique à souhait, et puis on voit toutes ces âmes là qui arrivent avec nous pour le combattre, et clairement, Ouais, il m'a dans un scotché. désert un peu, cette couleur un peu rouge, ce désert et tout, ce désert de cadavres C'est c'est- putréfiés. c'est ça qui est pourri par la putréfaction. Et ouais, il m'a scotché ce combat, vraiment, je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment à un combat Soulsesque, quoi, hein. Donc un contre un en arène, avec un pattern à apprendre. Et en fait, tu te rends compte que tu te fais vite embarquer par l'ambiance du combat et par le fait que, quelque part, tu n'as même pas à participer. Si tu te démerdes, tu peux même juste laisser les invocations faire tout le boulot à ta place, quoi. Ouais. Euh, mais il y a quelque chose qui t'emporte dedans, qui te dit, allez, on y va tous ensemble. Tu vois, il y a à nouveau cet aspect de communauté, entre guillemets, de communauté virtuelle qui se pose là. Et pour moi, c'est clairement l'un des plus beaux combats de toute la saga des Souls, quoi. Ah oui, oui, non, clairement. En plus, Radan a été, je trouve, designé pour être, ne serait-ce que dans son lore, que dans son chara-design, ce truc, ce genre de guerrier surhumain, gigantesque, qui combat qui combat les étoiles et tout. Ouais. Ben voilà, tu étais obligé d'être à plusieurs, entre guillemets. Tu peux le faire en solo, mais bon, bonne chance. Mais même, ouais, même dans son lore, parce que de ce que j'ai compris dans son lore, il n'est pas du tout comme ça à la base. Ouais. Il est pas, il est à taille humaine, c'est que en fait, il a travaillé à l'académie de Célia où justement il s'est renforcé physiquement et tout. À tel point, moi, c'est ça le truc qui m'a fait rire de ouf, c'est que il contrôle la gravité. Il a été obligé de contrôler la gravité pour pouvoir toujours se mouvoir sur son cheval fétiche. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je sais plus non plus, mais Je ça, sais ça lui plus donne comment il s'appelle. ça lui donne un look un peu à la Sancho Panza de Don Quichotte, Ouais, c'est le c'est mec ça. énorme C'est sur ça. son petit âne, quoi. C'est ça. On dirait un truc un peu limite loufoque, quoi. Mais oui, Et je trouve ça assez fou à quel point. Mais merveilleuse transition, il y a cette dualité de force et en même temps il est attaché à son cheval. Et ouais, justement, moi, c'est ce cas qui m'a marqué dans Elden Ring, c'est toute cette partie dualité. Surtout, mm, et c'est là où j'ai retrouvé un peu où j'ai compris l'importance de ça, c'est le combat de fin. ouais, Le combat de fin qui, pour moi, le meilleur combat en termes d'ambiance, en tout cas, contre Radagon et ensuite la bête d'Elden. oui, Radagon qui est pour moi, que ce soit la musique d'intro du jeu, dès qu'on lance le jeu, la musique qu'on a entendue et tout, c'est la musique du boss de fin. Et quand j'ai entendu cette musique que je connaissais à chaque fois qu'on lançait le jeu, j'étais subjugué tellement c'était beau, mais en même temps, il y a je me répète un peu, mais cette dualité entre Radagon de l'Ordre d'Or, cette agressivité, ce truc, il parle pas, la personne, voilà, le boss de fin, les deux parties ne parlent pas, mais ouais, voilà, il a ce côté, on voit pratiquement pas son visage, il est déshumanisé, il est très agressif, très dur, et en ouais, même temps, après, t'as la bête d'Elden qui est
que ce soit par le chara design, par l'arène, cette étendue d'eau avec tous les arbres mondes qu'il y a tout autour, avec cette musique un peu poétique et tout. Il y a cette dualité qui est assez folle et qui se retrouve sur plein d'éléments du jeu, que ce soit avec ne serait-ce que Marika et Radagon, qui sont deux entités, on ne sait pas trop, qui sont différentes. L'autre est une déesse, l'autre, Radagon descendrait de géants, on ne sait pas. Et en même temps, tu as Mélina et Rani, qui pour moi sont liés d'une certaine façon, même Ouais. si Mélina, je trouve, bon, on verra si un jour un DLC sort. J'espère qu'on en saura un peu plus sur Mélina parce que c'est le perso qui va le plus intriguer parce qu'au final, on en sait un peu sur tous les personnages. Alors, Mélina, elle te suit de là depuis le début du jeu, mais c'est pas qui c'est. Voilà. On ne sait pas qui c'est, on sait juste qu'elle a le même tatouage à l'œil, pas au même œil que Rani. Ouais. On ne sait pas qui c'est. Peut-être que c'est une dualité, mais en même temps, le personnage de Rani il est un peu compliqué parce on la voit morte dans un des endroits du jeu. Et en même temps, elle est toujours là, tu peux te marier avec elle si tu finis sa quête et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que ça mériterait un petit approfondissement de la part de FromSoft sur ce personnage-là, quoi. Oui, oui, mais en même temps, les vidéos de lore et les vidéos d'Elden Ring, enfin, le lore d'Elden Ring est tellement gigantesque que ça, c'est super intéressant, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire s'ils font un DLC, ce qui sera sûrement le cas, on verra. On verra. Wait and see. Ouais, on verra, on verra. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ben On a ouais, fait ma le foi, tour. c'est ça. Et en plus, on a même réussi à tenir notre timing, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui, parce qu'à chaque fois, on se dit on va tenir une heure et demie. La dernière fois, on s'est dit pareil sur The Witcher, on a digressé, mais en même temps, c'est ça qui est cool, c'est que c'est super intéressant et que Ouais, et que ça c'est s'appelle des toujours, sujets, quoi, c'est des c'est ça, débats, ça quoi. s'appelle toujours exactement à des réflexions qui nous amènent ailleurs. Et c'est aussi ça qui est la marque des grands jeux, en fait, c'est que ça ouvre à la réflexion sur d'autres choses. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on les aime, ces jeux-là. Et du coup, on va clôturer notre podcast avec notre petite tradition, la recommandation du moment. Dis-moi, qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui? Oula, à chaque fois, moi, je me force à pas préparer cette partie parce que je trouve ça plus naturel. Puis ça dépend après de ce que je fais. En ce moment, moi, je conseillerais, je recommanderais No Man's Sky. Je t'en ai déjà parlé un peu en Ouais. off. Bon, c'est quand même un gros jeu avec déjà une communauté et tout. Mais c'est vrai que je l'ai découvert vraiment il y a une semaine, alors qu'il est sorti depuis 2016, mais on connaît tout le, si on s'intéresse un peu aux jeux vidéo, on connaît les dramas qu'il y a eu autour de No Man's Sky. Quand Ouais. il est sorti, ben, il était buggé, il y avait zéro contenu. Mais en même temps, je peux comprendre à quel point il y a eu autant de problèmes au développement du jeu. C'est que voilà, ça c'est un vrai open world, c'est gigantesque. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Ta base, des batailles spatiales. Tu peux faire du commerce. Tu as la quête principale, tu as plein de quêtes secondaires. Et en fait, tu peux te la jouer Star Wars, comme tu peux te la jouer Nomade, comme tu peux te la jouer Colony. En fait, en vrai, le jeu te pousse vraiment à créer ta propre histoire. Et je trouve ça vraiment très, très sympa. No Man's Sky, c'est une bonne surprise de ce que j'ai eu récemment comme aventure vidéoludique. Bah, écoute, moi, je t'avoue que je me suis pas trop penché dessus parce que ben, le seul moment où je me suis penché dessus, c'était en 2016, justement. Et ça Ah s'était pas oui, bien passé. ah Du oui, coup, c'est d'accord. vrai que j'étais pas revenu dessus. Mais écoute, je remettrai les mains dedans. Ça Et vaut le coup. Mais par contre, c'est très chronophage, par contre, hein. ouais, bah, je me doute bien, je me doute bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va neutraliser un week-end et puis on fera 48 heures de No Man's Sky et Ouais, on fera un un petit bilan rush. Mais ça après. vaut le coup. Il vaut le coup. Franchement, il vaut le coup. Bah, écoute, Et toi, c'est alors? noté. Bah, moi, en ce moment, j'ai la chance d'avoir eu un code en amont pour pouvoir tester Trek to Yomi, le dernier jeu de Devolver, qui se passe dans une ambiance japonaise très traditionnelle à la Kurosawa. Et c'est une énorme claque. Ah oui, à ce point-là? Ouais, le jeu est actuellement sous embargo, donc je ne peux pas trop en parler, mais je sais que quand on aura mis en ligne le podcast, l'embargo aura sauté, donc je peux en parler. Et ça, c'est trop cool. Vas-y, fais-toi plaisir. Et alors, c'est un jeu où c'est un jeu d'ambiance.
très clairement. La direction artistique, c'est du 100% noir et blanc, où on incarne un samouraï tel qu'on peut l'imaginer dans des films de Kurosawa, avec son chapeau de paille, le katana à deux mains et des vagues d'ennemis à se farcir. Et c'est un espèce de fils bâtard entre Bushido Blade et Sekiro. On est sur quelque chose de très hybride. Alors, c'est une expérience assez courte, hein, on ne va pas se mentir, et il ne va pas falloir 200 heures pour le finir, mais c'est une vraie expérience à mi-chemin entre le jeu vidéo et le cinéma. Et quiconque a une appétence pour les arts martiaux ou pour le Japon doit jouer à ce jeu. C'est une vraie petite merveille. En Et il plus, sort quand le jeu? il sort le 5 mai. Il sera disponible Day One sur le Game Pass. Et je pense que alors c'est un jeu d'Evolver, donc il va certainement pas coûter très cher. Je pense que vu l'expérience de jeu, ça doit être à 30 euros, 30-35 gros max peut-être. Mais vraiment, c'est une vraie petite claque. Et quand on a passé de bonnes heures sur Sekiro, c'est un super bon moyen de se replonger dans ce Japon médiéval-là. C'est une vraie merveille, ne serait-ce qu'au niveau de la direction artistique. C'est incroyable. Ah ouais, Trek Toyomi. de ce que j'ai vu, il est très très beau le jeu, hein. Ouais, il Ça est donne envie. superbe. Il est vraiment superbe. Et en plus, les combats sont accessibles, mais assez exigeants. Donc, qui demandent un vrai investissement. Et rien que pour ça, ça vaut grave le coup d'y jouer. Ok, ben ça fait de belles recommandations qui n'ont rien à voir. Exactement. Mais c'est ça qui est beau, c'est que le jeu vidéo, c'est tout, c'est tout à la fois. Et on peut tous y trouver son compte. Et je suis très fier de cette phrase de fin pour finir ce Ah, c'est podcast. magnifique. C'était magnifique. Magnifique. C'était Ben, parfait. merci. Bah écoute, Ben, merci à merci. toi. J'étais ravi de pouvoir à nouveau animer cet été de JV à tes côtés. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les internets absolument partout, hein. On est sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon également. Et à l'écrit, vous pouvez retrouver Jean-Loup sur New Game Plus et Actu Gaming. Et Exactement. vous pouvez me retrouver également sur Écran Large. Et merci à vous tous pour vos premiers retours qui sont vraiment super cool. Ça nous aide à améliorer la formule et à nous améliorer, à aller de l'avant. Et merci pour votre soutien. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain édito JV. Merci à toi, Jean-Loup, d'avoir co-animé ce numéro avec moi. Eh ben, il n'y a pas de souci, toujours présent, toujours chaud, et en espérant que cet épisode vous fera plaisir et que les autres aussi, parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, on est lancé là. Et puis voilà. C'était top. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.